et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, poursuit sa participation aux différents travaux de la COP 28. Et enfin, dans l'actualité internationale, intense bombardement dans la bande de Gaza après la fin de la trêve. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, aux marges du sommet du 28e conférence des partis sur le climat qui s'est tenue à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le président de la République et président de l'exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pris part à une réunion de haut niveau sur l'industrialisation verte en Afrique. Plusieurs chefs d'État du continent africain, notamment le président du Kenya, le président du Sénégal, de la Mauritanie, du Nigeria, ainsi que des experts internationaux et des représentants d'ONG ont pris part. Cette réunion a été l'occasion de souligner l'importance stratégique de promouvoir un développement économique durable sur le continent et discuter des initiatives visant à stimuler l'industrialisation tout en minimisant l'impact sur l'environnement. La participation du président à cette réunion sur l'industrialisation verte en Afrique témoigne de son engagement envers un avenir durable pour le continent et pour un développement économique respectueux de l'environnement et bénéfique pour toutes les communautés africaines. La réunion était le cadre de discussions approfondies sur la manière dont les pays africains peuvent collaborer pour surmonter les défis liés à l'industrialisation verte en partageant des connaissances, des technologies et des meilleures pratiques pour maximiser l'impact des efforts déployés. Les dirigeants africains ont tour à tour souligné l'importance d'une inclusion sociale dans le processus d'industrialisation verte, insistant sur la nécessité de veiller à ce que les avantages économiques répartis équitablement dans les communautés locales en vue de renforcer l'engagement envers un développement durable et inclusif. Les participants ont examiné des études de cas réussis d'industrialisation verte dans l'autre région du monde, tirant des leçons précieuses pour les adapter au contexte africain. Eh bien, lors de son intervention, le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, a souligné l'urgence de passer à des pratiques industrielles plus respectueuses de l'environnement, mettant en avant la nécessité d'adopter des technologies vertes et des sources d'énergie renouvelables. Il a également mis en lumière les opportunités économiques liées à l'industrialisation verte, notamment la création d'emplois durables et la stimulation de l'innovation. Écoutons le chef de l'État. Remercier et féliciter notre frère président Ruto, qui a travaillé depuis longtemps sur l'industrialisation et avec lequel nous avons des liens et de coopération dans nos projets de géothermie, de recherche, d'exploration et de développement. Nous sommes un tout petit pays qui est prêt à atteindre l'autosuffisance en électricité, en énergie renouvelable, aussi bien le solaire, l'hydrogène, le gaz et puis l'éolien. Nous avons la rencontre entre la mer Rouge et l'océan Indien provoque des conditions très très favorables en matière de vent qui puissent nous permettre de faire. Nous avons déjà les premiers éléments de l'électricité verte, l'électricité d'origine éolienne. Avec l'Éthiopie, nous avons également une coopération et des fournitures d'électricité d'origine hydrolienne. Je dis hydrolienne parce qu'il y a un élément qui cumule aussi bien l'éolien et l'eau. Au golfe de Tadjoura, nous avons découvert qu'il y avait énormément de possibilités de pouvoir produire de l'électricité à partir de ces deux composantes. Eh bien, dans un second temps, le chef de l'État a appelé de ses voeux à un recours de plus en plus systématique des sociétés mondes de l'énergie verte, rempart aux énergies fossiles à l'origine des catastrophes naturelles extrêmement qui ont des profondes répercussions sur l'économie, l'environnement, la société, annulant des années de travail acharné et des progrès en matière de développement. Réécoutons le chef de l'État. Thank our brother, President Ruto, for his hard work and assume him of our
C'est avec un immense plaisir que je participe à cet événement sur l'industrialisation verte en Afrique, mettant en lumière les nombreuses opportunités dont dispose le continent. Nous exprimons notre gratitude au président Ruto pour ses efforts dévoués et rassurant à Djibouti notre engagement total envers cette cause. Comme nous le savons tous, le changement climatique nous impose de nouvelles impératives touchant tout le monde, qu'il réside dans des pays développés ou en développement. Les conséquences étendues des catastrophes naturelles extrêmes affectent l'environnement, l'économie et la société, annulant ainsi souvent des années de progrès acquis et difficilement en matière de développement. Les impacts humanitaires qui en résultent sont particulièrement graves et profonds. La réunion d'aujourd'hui témoigne de la détermination résolue de l'Afrique à préserver notre planète, mettant l'accent sur l'unité et la solidarité face aux défis environnementaux. Nous avons constamment souligné notre conviction que le premier bilan mondial devrait être un résultat clé de la COP28. Ne pas donner la priorité à cela pourrait entraîner des opportunités manquées cruciales pour faire face aux problèmes présents qui s'y posent. Nous avons beaucoup de possibilités d'avenir en matière d'énergie, surtout en matière d'énergie verte. Je vous remercie. Eh bien, en marge de la COP28, le chef de l'État a aussi participé à un sommet des pays du groupe 117 plus la Chine, l'alliance des pays en développement de la Chine dévolue au climat. Ce sommet souscrit à un double objectif, la réalisation d'un examen intégré du groupe 77 et la Chine sur l'étendue des répercussions posées par le réchauffement climatique au sein de leur pays et les voies et moyens permettant à l'Alliance de commuer définitivement en une force incontournable à l'influence décisive en matière de délibération mondiale ayant trait à la problématique du climat. Retour à Djibouti, où le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a accueilli en début de soirée, ce soir, à l'aéroport de Djibouti, le président du Parlement du Kenya, M. Moses Masika, en visite officielle dans notre pays. Le président du Parlement va séjourner jusqu'au 5 décembre prochain dans notre pays, des rencontres avec les hauts responsables du pays et les échanges vont porter sur le renforcement de la coopération entre Djibouti et le Kenya, deux pays de l'Afrique membres de l'organisation régionale de l'IGAD. Au lendemain, le président du Parlement du Kenya va prononcer un important discours devant les élus du peuple de l'Assemblée nationale djiboutienne. Eh bien, après l'accueil, des deux présidents ont eu un premier entretien en tête-à-tête dans le salon de l'aéroport de Djibouti. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre les pays, notamment la coopération parlementaire. Et comme je vous le disais, ainsi, la coopération parlementaire, le président va séjourner jusqu'au 5 décembre prochain. Dans notre pays, il y aura des rencontres avec des hauts responsables du pays et les échanges vont ainsi porter sur le renforcement des coopérations entre Djibouti et le Kenya. Après l'accueil, les deux présidents ont eu un premier entretien, comme vous le voyez sur les images, en tête-à-tête dans le salon de l'aéroport de Djibouti. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment la coopération parlementaire. Le lendemain, le président du Parlement du Kenya va prononcer un important discours devant les élus du peuple à l'Assemblée nationale. Direction Monaco, l'ambassadeur de la République de Djibouti accrédité en principauté de Monaco avec résidence en France, M. Aïd Moussa Yahya, s'est rendu à Monaco pour une visite de travail de 24 heures durant laquelle il a été reçu tour à tour par M. Christophe Steiner, directeur de cabinet du prince souverain d'Albert de Monaco, et par l'ancien ministre et ancien directeur de cabinet, M. Laurent Asselmi, président de l'Académie de la mer de Monaco, nouvelle institution créée par le souverain au mois de juillet. Lors des entretiens qui s'inscrivent dans le cadre des consultations, de l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, surtout quelques jours après la fête nationale de Monaco, célébrée le 18 novembre, l'ambassadeur n'a pas manqué de retirer et transmettre les félicitations et le vœu du chef de l'État.
La discussion a porté également sur la volonté commune de travailler en étroite collaboration avec la nouvelle entité qui est l'Académie de la mer de Monaco, qui devra être à terme former les cadres francophones dans les domaines du droit de la mer, de l'économie bleue, des espaces marins protégés, de la lutte contre la piraterie, de la sauvegarde des espaces marins protégés comme les requins-baleines. Toujours dans la continuité du forum d'affaires entre Djibouti et Malaisie, s'est tenue une cérémonie de la signature de l'Abouane Financial Service Authority et la Banque centrale. Un événement symbolique pour l'impulsion du monde des affaires pour les deux pays qui ont su conjuguer leurs efforts en vue d'aboutir à la signature d'accords pour un avenir plus radieux et meilleur. L'objectif de la signature de la lettre d'intention est de favoriser les relations bilatérales entre le Labouane et la Banque centrale de Djibouti qui se veut de permettre aux deux pays de développer les talents et les finances islamiques pour le secteur de la finance islamique grâce à une certification professionnelle appelée Chartered Professional in Islam Finance. Avec la signature de l'accord, la Banque centrale de Djibouti est également désormais membre associé de la charte de la profession de la finance islamique dont le siège est à Kuala Lumpur, en Malaisie. Un moment fort de cet événement, c'est la signature du champ de protocole d'accord entre l'Institut agréé des professionnels finance islamique et la Salam Training Center. Ainsi de suite, ont signé ce partenariat. La signature de ce protocole d'accord avec le Salam Training Center est d'associer à la délivrance et la certification professionnelle à Djibouti et en Afrique de l'Est. Rappelons que le forum a attiré la participation des membres du gouvernement, des parlementaires ainsi que des hommes d'affaires de deux nations. Le moyen de consolider, d'accroître les investissements malaisiens au pays. Et comme on l'avait bien dit hier, une large délégation d'affaires de la Malaisie a donc visité Djibouti et y séjourne actuellement. Et ils ont eu l'opportunité de voir toutes les potentialités du pays, toutes les facilités. Et ils sont convaincus que Djibouti est une plateforme d'échange. Ils sont convaincus que Djibouti est un hub pour toute l'Afrique, que c'est le portail de l'Afrique. Un pays qui relie l'Afrique, l'Asie et l'Europe avec toutes ces infrastructures modernes, portières, télécommunications, ferroviaires et autres. Et aussi des avantages comparatifs structurels comme la nature de notre monnaie qui est en parité fixe avec le dollar américain, ce qui évite aux investisseurs les risques de l'inflation qui constitue la peur bleue des investisseurs. Et nous espérons que ces forums, ces assises vont aboutir donc à l'augmentation significative des investissements malaisiens dans notre pays. Eh bien, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti a manifesté l'engouement de cette ferme volonté de travailler ensemble en synergie. Écoutons le gouverneur de la Banque centrale. On a signé des conventions avec l'autorité de régulation des institutions financières malaisiennes, l'Abouane, et avec une structure qui regroupe les centres de formation de toute la finance islamique en Malaisie, qui sont regroupés à travers une structure qui veulent divulguer les connaissances de la finance islamique à travers le monde. Comme vous savez, nous avons aussi des centres de formation de la finance islamique à Djibouti. Et ce mémorandum que nous venons de signer servira de support légal pour échanger à la fois les connaissances et les informations relatives à la finance islamique à Djibouti. La principale différence, c'est que les banques islamiques ne peuvent pas pratiquer les intérêts. La principale différence, c'est ça. Mais par contre, les deux financent l'économie et utilisent des outils différents qui sont essentiellement basés sur les risques qui sont liés au métier. Ce partenariat va renforcer la stratégie, la vision, le développement de la finance islamique à Djibouti. Cette collaboration et ce forum permettra aux opérateurs de la place de tisser des liens avec leurs partenaires malaisiens. La Malaisie, c'est un grand pays, une grosse économie qui a une bonne évolution, qui a une expertise reconnue sur le plan mondial pour la finance islamique. Donc Djibouti est tout honoré de participer à des forums et d'avoir pu accueillir à Djibouti cette forte délégation d'une trentaine de personnes. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, qui s'est rendu à la caserne de la garde-côte à Doralé, accueilli avec les honneurs.
par le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Ouass Omar Boré. La revue du dispositif de prise d'armes autour du grand rapport du site d'Oralé a marqué le début de cette inspection. Au cours de cette visite, le CMGA a eu l'opportunité de s'informer de près sur les capacités opérationnelles et les dispositifs de sécurité en vigueur au sein de la garde-côte. À l'issue de cette évaluation, le chef d'état-major général des armées a exprimé son entière satisfaction au niveau de préparation et d'efficacité démontré par les personnels de la garde-côte. Par la suite, le général et les hauts cadres des forces de défense et de sécurité ont participé à une séance dédiée aux enseignements tirés des hadiths. adduunyada dhammaanteed gudubkoodii baato haddaan armi jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuguma seexdeen ifka intaan ku noolahay waan ku ilanaynaa kugu uur qabowna ku ammaananaynaa ifka intaan ku noolahay waan ku ilanaynaa kugu uur qabowna ku Ainsi, les chers présents ont partagé des réflexions profondes sur les principes moraux et spirituels, renforçant ainsi les valeurs intrinsèques au sein des forces de défense et de sécurité. Et dans un esprit de guidance spirituelle, le grand cher a souligné l'importance de promulguer la religion autour à Djibouti avec une attention particulière portée à son enracinement au sein des casernes. Cet appel à la diffusion des principes religieux vise à renforcer la cohésion, la moralité et la dévotion au service de la patrie au sein des forces de défense et de sécurité de Djibouti. La cérémonie a été marquée par des moments de recueillement avec des invocations ferventes visant à implorer la protection divine pour la paix et la sécurité du pays et pour le succès de cet événement majeur. dadku waa mu'min iyo kaafir weeye fa minkum mu'minun wa minkum kaafirun buu qur-aanku yidhi kaafirkaa la horreysiiyeyoo kaafirkaa badanaya gaalada ilaahaan ogolayn ee amarkiisa qaadanayn ee cadaabta ku socota ee toobad keenayn yaa badan baa leeyihi fa minkum kaafirun wa minkum mu'minun buu yidhi يا أرحم الراحمين اللهم باركنا في مدينتنا اللهم باركنا في مدنا اللهم باركنا في ثمرنا اللهم باركنا في ساعنا اللهم باركنا فيما أعطيتنا يا أرحم الراحمين اللهم عليك بأعدائنا اللهم عليك بأعدائنا اللهم عليك بأعدائنا اللهم من كادنا فكده ومن عادنا فعده يا أرحم الراحمين اللهم عليك باليهود وأتباع اليهود وحلفاء اليهود اللهم دمر ديارهم شتت شملهم فرغ جمعهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم اضرب وجوههم واكل سلاحهم يا اللهم اعمي ابصارهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم يا رب العالمين اللهم لا ترفع لهم رايه اللهم لا ترفع لهم رايه اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تجعل لهم جماعه يا ارحم الراحمين اللهم احفظ هذا البلد واجعله بلدا امنا رخاء مطمئنا اللهم اسعد مثل ولاة امورنا وفق ما تحب وترضى يا رب العالمين يا ارحم الراحمين صلى الله على محمد وسلم سبحان ربك. Eh bien, direction le sud du pays, où dans le cadre de la campagne intitulée 16 jours d'activisme contre la violence des genres, une forte délégation conduite par la secrétaire générale de l'UNFD, Fatma Moussa, s'est rendue à la ville Assejouk d'Ali Sébié.
La délégation de l'UNFD, conduite par la secrétaire générale de l'UNFD, Fatou Moussa Abdi, en compagnie par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdon, ont été accueillis par la première préfète adjointe, Mme Saïda Ouabri Assoui, et le président du conseil régional, M. Sharmak Hassan Alaleh. La délégation de l'UNFD ont reçu un accueil chaleureux et des échanges avec les représentants de la préfecture du conseil régional et les leaders des femmes d'Ali Sabié. Les visiteuses de marque ont été accueillies en grand pompe dans une ambiance festive au siège du conseil régional par leurs conseillers régionaux de tous les âges et de toutes les catégories sociales. À leur tête, la députée Felsela Abdullahi et la présidente de l'antenne locale de l'UNFD, Willow Ibrahim. Elles ont été reçues chaleureusement dans la cour du siège de l'instance régionale de la décentralisation sous fond de musique et de chants patriotiques. Les échanges ont été intenses et riches d'Ali Sabié. Lors de la rencontre au siège du conseil régional, une mission de l'UNFD a organisée dans le cadre de 16 jours d'activités destinées à la lutte contre les violences faites aux femmes et filles. Au cours de cette visite, Mme Fatou Moussa Abdi, secrétaire générale de l'UNFD, a remis des machines à coudre, des rouleaux de tissu en coton et autres accessoires à 15 jeunes filles qui ont eu une formation. Lors d'une prise de parole, la secrétaire générale, Mme Fatou Moussa Abdi, a remercié la population à ce jour pour l'accueil chaleureux de la visite d'Ali Sabié. Elle a transmis les salutations de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, qui a pensé à la population dans le cadre de ces 16 jours d'activité pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Tout à fait autre chose cette fois-ci, l'autorité intergouvernementale pour le développement, sous son acronyme IGAD, a organisé en collaboration avec l'Union européenne et la GIZ une réunion régionale de clôture du programme de riposte à la Covid-19 de l'Union européenne et l'IGAD. Cette réunion régionale de 2 jours qui s'est tenue à Hussein Hill Santara Atta, Djibouti, fournit des orientations stratégiques sur la question politique et opérationnelle en assurant la complémentarité et la cohérence du projet avec les efforts et les priorités nationales et régionales. La réunion est clôturée en présence de la secrétaire exécutive par intérim de l'IGAD et directrice de la division de la santé et du développement social, Mme Fathia Alouane, du secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali, des représentants des pays membres de l'IGAD, des hauts responsables du ministère de la Santé. Les travaux durant les 2 jours étaient intenses et riches et ont abouti à des recommandations du projet Union européenne IGAD Covid-19. Il a été décidé de renforcer les capacités de formation des experts de laboratoire en diagnostic moléculaire dans certains États membres en fonction des besoins des activités des comités transfrontalières. Lors des recommandations, ils ont décidé de soutenir la surveillance continue de l'épidémie du Covid-19, d'améliorer le partage des données de surveillance des maladies entre les États membres et de soutenir l'élaboration d'un plan de préparation et de réponse à une pandémie. Par ailleurs, un dialogue politique de haut niveau, national et régional sur la réponse de l'urgence sanitaire sera initié, ainsi que le renforcement du plaidoyer en faveur d'une collaboration régionale intégrée de la préparation de la réponse aux urgences sanitaires avec la mise en place d'un mécanisme régional, coordination multispectrale pour les réponses sanitaires. S'exprimant au nom du secrétaire exécutif de l'IGAD, Walkeli Gebeyou, Mme Fathia Alouane, directrice de la division de la santé et du développement social, a remercié la République de Djibouti qui a assuré actuellement la présidence tournante de l'IGAD pour la tenue de cette importante rencontre régionale. Écoutons-la. Exécutif de l'autorité intergouvernementale du développement et aussi en ma qualité de directrice de la santé et du développement social, j'ai le plus grand plaisir et l'honneur de vous accueillir ici à Artaville, en République de Djibouti, et aussi à l'occasion de cette très importante réunion de clôture du programme de Covid-19. Nous tenons aussi en tout premier lieu à remercier la République de Djibouti qui assume actuellement la présidence tournante de l'IGAD. Un applaudissement, s'il vous plaît. Permettez-moi aussi de rappeler très succinctement l'objet de la présente réunion ici à Artaville, qui vise à clôturer officiellement la riposte conjointe mise au point par l'IGAD et l'Union européenne dans le contexte de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de la Covid-19.
Comme nous le savons, ce programme régional nous a permis de mettre sur pied une action collective et coordonnée avec le ministère de la Santé de 7 États membres des l'IGAD pour le contrôle et le suivi efficace de la propagation du Covid-19. Délégués, mesdames et messieurs, l'annonce faite le 15 mai de l'année en cours par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui officiellement a mis fin à la pandémie de la Covid-19 en tant qu'urgence de santé publique, nous permet aussi de faire le point et mieux apprécier l'apport sans commune mesure de la riposte conjointe que l'IGAD et l'Union européenne ont mis en place pour juguler les effets morbides de la Covid-19 au niveau de notre sous-région. Eh bien, nous allons prononcer à l'occasion, au nom du gouvernement de Djibouti, M. Mohamed Ali, le secrétaire général du ministère de la Santé, a souligné le rôle crucial de la République de Djibouti. Écoutons-le. Solennel de clôture de la 7e réunion du comité directeur du projet de réponse à la Covid-19, dédié au bilan des activités mises en œuvre sur 3 années, je tiens à exprimer au nom du ministère de la Santé notre sympathie et reconnaissance à chacun d'entre vous. Votre présence et votre engagement ont été les éléments cruciaux qui ont fait de cette réunion technique régionale tenue à Arta un succès qui nous permet de nous tourner vers le nouveau projet santé de l'IGAD sur financement de la Banque mondiale, dont le but est de renforcer les programmes de riposte face aux urgences sanitaires et flambées épidémiques. Au cours de 2 jours de travail, nous avons partagé nos expériences de gestion de la pandémie de Covid-19 et formulé des recommandations afin de renforcer la pertinence et l'efficacité de nos stratégies d'intervention dans le futur. Les experts des ministères de la Santé des pays de l'IGAD présents ont été les catalyseurs de solutions créatives face aux défis complexes posés par l'apparition et la propagation des épidémies et des maladies qu'elles causent. Les partenaires forgés durant cette réunion sont autant de fondations solides pour l'avenir. Ils témoignent de notre capacité à créer des synergies pérennes au sein de l'IGAD pour notre objectif commun, qui est celui d'assurer la santé et le bien-être de nos populations. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi dans le cadre de l'appel à un projet lancé par l'ambassade de France à Djibouti à travers le SCA. L'association La Voix des jeunes femmes d'Obok, en partenariat avec les autorités régionales d'Obok, ont procédé au lancement officiel du projet intitulé « Appui aux femmes rurales pour une meilleure résilience contre la pauvreté et le changement climatique ». Dans cette optique, l'association a entrepris d'être en contact avec les autorités traditionnelles, les leaders communautaires et les autorités de l'État. Était présent à ce lancement le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Mohamed, le député Kamel Mohamed, le sous-préfet Mohamed Ali, ainsi que la présidente de l'association La Voix des jeunes femmes d'Obok. Le Palais du Peuple a été le théâtre d'une conférence capitale sur le dopage sportif organisée par le secrétariat d'État chargé des sports. L'événement a débuté avec l'hymne national, marquant ainsi le commencement des discussions intenses et d'échanges riches concernant le flot du dopage dans le monde du sport. L'importance vitale de cette initiative a été soulignée, mettant en avant les efforts remarquables de l'organisation régionale antidopage. Parmi les personnalités présentes, la secrétaire générale du secrétariat d'État chargée des sports, Khadija Ibrahim Driss, ainsi que plusieurs figures de renommée de l'Agence mondiale
antidopage et aussi de l'organisation régionale de l'antidopage, en plus des responsables du secrétariat d'État chargé des sports, du comité national olympique de Djibouti et les fédérations sportives nationales. Cette conférence a mis en lumière les conséquences dévastatrices du dopage pour les sportifs, insistant sur ces faits et les effets nuisibles à la fois sur la santé physique et mentale. Les participants ont été informés des multiples effets secondaires néfastes des substances dopantes, parmi lesquels figurent les problèmes cardiaques, les troubles hormonaux, les lésions hépatiques et les risques accrus de blessures. De plus, l'impact des sanctions en cas de dopage a été souligné, allant de la disqualification des compétitions à la suspension, voire à la perte des médailles, ce qui peut gravement compromettre la carrière et la réputation d'un athlète. Cette journée avait pour objectif d'éduquer, de sensibiliser les participants sur le dopage au milieu du sport. Ces dernières années, la République de Djibouti a gagné beaucoup de médailles. Et plus il y a les résultats, plus il y a la performance sportive, et plus il peut y avoir des tendances, des tendances vers les produits dopants. Et nous nous conformons par rapport à un programme et des activités bien définies par l'Agence mondiale de l'antidopage. Donc c'est dans ce sens que nous avons mobilisé tous ces mondes et organisé cette conférence sur le dopage sportif. Eh bien, cette conférence initiée avec force et détermination a marqué un engagement clair et déterminé de Djibouti dans la lutte contre le dopage, démontrant ainsi sa volonté de promouvoir un sport intégré et équitable pour tous. Voici les propos de la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le but crucial d'échanger, de débattre et d'agir contre l'une des plus grandes menaces qui gangrène l'esprit du sport, le dopage. Cette conférence marque le prologue essentiel à l'Assemblée majeure qui se tiendra très prochainement, les 4 et les 5 décembre, à l'hôtel Sheraton de Djibouti, où les discussions éclairées se poursuivront lors du congrès annuel de l'ORAD. La quête pour un sport authentique et équitable est notre engagement commun. En unissant nos forces, nos idées, notre détermination, nous renforçons notre capacité collective à éradiquer les pratiques dopantes, préservant ainsi l'esprit même du sport, celui du fair play, de la persévérance et de l'excellence. Les agents de contrôle de dopage, dont le rôle est fondamental dans la préservation de l'intégrité sportive, méritent également notre reconnaissance. Leur dévouement et leur professionnalisme contribuent significativement à maintenir des compétitions justes et équitables. Ensemble, œuvrons-nous pour un avenir sportif où l'éthique prévaut, où chaque athlète peut concourir dans un environnement exempt de tricherie et où les valeurs universelles du sport brillent sans entrave. Je vous invite donc à cet échange fructueux et constructif où les idées convergeront vers des actions concrètes. Merci de votre engagement indéfectible pour un sport pur, juste et respectueux. Je déclare officiellement ouverte cette conférence sur le dopage en milieu sportif. Que nos discussions soient riches, nos décisions avisées et nos actions déterminées pour un avenir sportif radieux. Régional à présent, dans une décision historique, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité pour lever l'embargo sur les armes qui pesaient sur la Somalie depuis 31 ans. Cette annonce marque un tournant crucial pour le gouvernement fédéral somalien dans ses efforts pour garantir la sécurité, la stabilité et renforcer la gouvernance du nouveau régime. Le peuple somalien, engagé depuis longtemps dans une lutte contre les groupes terroristes, attendait avec impatience cette levée de l'embargo. Le président de la République de Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a souligné l'ampleur de cette opportunité permettant au pays de recentrer ses efforts sur son potentiel de consolider ses progrès.
Le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre a également pris la parole pour expliquer les avantages découlant de la levée de l'embargo. Il a souligné que cette décision ouvrirait de nouvelles perspectives pour la Somalie, renforçant sa capacité à faire face aux défis sécuritaires qui persistent. Avec la levée de cet embargo, le gouvernement somalien va désormais acquérir des armes plus sophistiquées pour transformer et moderniser ses forces armées. Le président Hassan Sheikh Mohamud a exprimé sa gratitude envers la communauté internationale pour cette mesure positive, soulignant que la Somalie avait prouvé sa capacité à gérer ses affaires intérieures de manière responsable. On s'attend, a-t-il dit maintenant, à ce que le monde répond à cet élan positif en rapportant un soutien financier massif à la Somalie. Les discussions sont en cours pour mobiliser des milliards de dollars afin d'aider le pays à poursuivre son développement et à renforcer ses institutions. Cette levée d'embargo sur les armes représente indéniablement une victoire majeure pour la Somalie, offrant un nouvel espoir pour la paix, la sécurité et le progrès dans la région. Dans l'actualité internationale, au 57e jour de la guerre contre Gaza, Israël a poursuivi son agression pour le deuxième jour après la fin d'une trêve d'une semaine. Et ses avions ont lancé des raids sur diverses parties de la bande de Gaza, entraînant la mort de 168 personnes et des blessés, des centaines, depuis la fin de la trêve. 168 personnes avaient péri, 589 avaient été blessés dans des raids israéliens qui ont repris après une semaine de trêve. Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé aujourd'hui que le bilan général des victimes des raids israéliens sur l'enclave depuis le 7 octobre dernier s'élevait à 15 207 morts. Le porte-parole du ministère, Ashraf Al-Qudra, a déclaré lors d'une conférence de presse que le bilan de l'agression israélienne contre la bande de Gaza atteignait les 15 207 morts palestiniens. Al-Qudra a ajouté que le nombre total des blessés au cours des mêmes périodes s'est élevé à près de 40 000. L'occupation israélienne continue d'arrêter 31 membres du personnel de santé et de les soumettre à des interrogations sous la torture dans des conditions humanitaires difficiles, dont Mohamed Abou Salamien, directeur général du complexe médical Al-Shifa, a-t-il expliqué. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.